de l'énergie. C'est parti. Allons-y. Je vois. Oh, incroyable. Vous pouvez voir. Hop. Non. De merde. C'est littéralement bon. C'est chiant. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Grenier comme d'habitude et aujourd'hui, gros morceau. Un putain d'énorme morceau qu'on me réclame depuis longtemps. Beaucoup trop. Lobel. C'est bon? C'est bon, vous l'avez eu votre Lobel. Foutez-moi la paix. Bon, coup de bol, Lobel qui est arrivé à la boîte et, spoiler alert, il y en a deux. Vous en aurez un deuxième. Pas le même. À votre avis, quelle variante du Lobel? Ah, c'est pas comme s'il y en avait qu'une. Bon, le Lobel. Alors, comme d'habitude, quand je parle d'armes que je connais pas ou mal, on va commencer par une petite histoire. Dans les années 80, 1880, les états-majors divers et variés commencent à plancher sur le problème de la réduction des calibres. Jusqu'à maintenant, on était globalement, majoritairement, sur des calibres 11 mm, ou un petit peu plus, ou un petit peu moins, mais en gros, des gros calibres. On avait le 10-4 Verterli, le 11 Gras, le 11 Mauser, le 43 Spanish, le machin, le bidule, enfin bon bref, en gros, c'était des 11 mm. Et donc, on aimerait passer à plus petit. Moins de matières premières à consommer, c'est plus léger, les soldats peuvent embarquer plus de cartouches, les trajectoires sont plus tendues, c'est plus des slugs, ça devient des vraies balles. Bref, réduction des diamètres. Le problème, c'est que la poudre noire s'accommode assez mal de la réduction des calibres. En gros, ça décuple l'encrassement. Comme quoi, il n'y a pas que moi qui ai un problème avec la poudre noire. Même les lois de l'univers s'y mettent. En 1884, Paul Vieille, il était jeune. Cette blague est pourrie. Qui est un putain de génie, invente, au prix de nombreux poils de moustache grillés, un coton-poudre gélatinisé dans un éther d'alcool, puis stabilisé. Une poudre. Une poudre. Pour les teubés, c'est une poudre. Et figurez-vous que ce putain d'ingénieur avait 30 ans. 30 balais. Vous aviez fait quoi, vous, à 30 balais, exactement? Moi, je peux pas vous dire, j'y suis pas encore. Mais, quand même, le mec, il dose. Et en plus, il est français. Cocorico, motherfucker. D'un coup, cette poudre, puisque c'est une poudre vive, et oui, qui en plus portera le nom de poudre V. Comme vieille, ça tombe bien. Cette PV, donc, permet, avec 30% du poids initial, de dépasser les vitesses initiales de la poudre noire. Ce qui est quand même formidable. Ah. Et là, d'un coup, la réduction du calibre est tout de suite beaucoup plus envisageable. Alors, effectivement, le fait qu'elle soit plus puissante, c'est très pratique pour la réduction des calibres des armes individuelles. Ça veut aussi dire que d'un coup, on peut s'envoyer des pavés de plusieurs kilos dans la courge à plusieurs kilomètres de distance. Les artilleurs vont adorer la nouvelle poudre. Et donc, il faut créer une arme qui va avec cette nouvelle poudre. Et une cartouche qui va avec cette nouvelle poudre. Alors à l'époque, en France, la grande star, c'est le Kropatschek 1885, qui globalement ressemble beaucoup à ça. Arrive en plein milieu du game, le roi des cons en personne. J'ai nommé le général Boulanger, qui aurait mérité un gros pain dans sa tête. Tu l'as? Pain? Boulanger? Bref, nous sommes en janvier 1886 et le général Boulanger exige que le flingue soit prêt en mai de la même année. Ok, donc il y a urgence. Et au lieu de fabriquer le truc extraordinaire, digne de la poudre V, rebaptisée d'ailleurs poudre B, pour flatter l'ego du fameux général Glandu, eh ben on va juste prendre le Kropatschek 85 et essayer vaguement de lui coller une nouvelle cartouche qui utilise cette fameuse poudre. Nouvelle! Bah en fait on va juste prendre le 11 mm gras, et on va lui serrer le kiki jusqu'à ce qu'elle fasse 8 mm. Le top de l'originalité. Et donc bref, ça va donner le Lobel. Alors, le Lobel avec son magasin tubulaire que vous connaissez très bien, avec un auget qui, comme vous pouvez le voir, remonte une fois que la cartouche bute, en butée, voilà, et redescend une fois que le levier appuie sur le petit
levier qui est ici. Le tube, évidemment, c'est une invention qui date pas d'hier, puisqu'elle était déjà là sur le Kropatschek. C'est même le grand emprunt au système Kropatschek. Aujourd'hui, vous ne m'en voudrez pas, mais j'ai quelques petites spécificités techniques qui sont liées à mon rechargement. Le rechargement du 8 Lebel, sans être d'une complexité extraordinaire, est quand même très technique. Je vous déconseille de vous lancer là-dedans si vous connaissez pas déjà un minimum le rechargement, et si vous êtes absolument sûr d'éviter un certain nombre d'écueils. Je ne vous dis jamais ce qu'il faut faire en termes de rechargement, mais là, exceptionnellement, je vais vous dire ce qu'il ne faut pas faire. 1. Éviter les sphériques, genre SP7, qui serait super parce qu'elle, globalement, elle a la bonne vivacité, elle est à peu près au même niveau que la N140 ou des trucs comme ça. Le problème, c'est que c'est une poudre particulièrement capricieuse, avec laquelle il ne faut pas trop déconner, et donc il faut sérieusement connaître sur le bout du cul le rechargement avant de se lancer là-dedans. Donc, en l'occurrence, moi j'avais fait des essais, plein d'essais, et il me reste ces deux cartouches-là de ces fameux essais. Donc ces deux cartouches-là ne vont pas tamponner beaucoup, parce qu'elles seront rechargées avec une autre poudre qui n'est pas censée être celle-là, mais qui marche bien là-dedans, mais qui du coup ne donne quasi aucun recul. Je suis même pas certain que ça va arriver en cible sans vriller, mais bon, on va bien voir. Il m'en reste, c'est juste pour les passer. Donc, le fameux magasin tubulaire a donné l'obligation d'avoir au cul de la cartouche une espèce de creux, pour éviter que la pointe des ogives n'aille percuter la cartouche de derrière. Aujourd'hui, je vais faire très attention à ça. Quand bien même mes cartouches aient le bon profil, etc., je ne vais pas en charger plus d'une dans le tube, parce que c'est comme ça. Je sais qu'il n'y a quasi aucun risque de ce genre d'accident, mais il y a des manières moins débiles de crever. Donc, voilà. Là, en l'occurrence, une de mes vieilles a une tête ronde, et donc je vais pouvoir me permettre de faire ça. Donc, je mets en premier la pointue, et ensuite la ronde. Je désarme mon flingue. Voilà. Là, je suis en position approvisionné non chargé. Nous allons faire le test. Alors, un truc que j'ai souvent, c'est ça. Voilà. Selon le profil de votre cartouche, l'objet remonte trop vite et la cartouche fout le camp. Ce qui n'arrive jamais, d'après mon expérience, avec les balles longues et pointues, les Spitzer, mais qui arrive toujours, quasiment, avec les balles tronquées ou rondes, courtes. Donc bon, en gros, celle-là a sauté, mais elle aurait dû finir ici. On referme, et boum, on est prêt à tirer. Alors, allons-y. Voilà, donc pas beaucoup de recul, c'est tout à fait normal. Malheureusement, cet exemplaire a la hausse que je ne peux pas supporter et le guidon que je ne peux pas supporter, à savoir les deux versions fines. Il y a deux versions de guidon et de hausse, une avec un cran fin et une hausse toute fine, et l'autre, qui, je pense, est postérieure d'après ce que j'ai pigé, un énorme cran. C'est le fameux cran du Berthier que vous avez déjà vu, que j'adore, mais en l'occurrence, aucun des deux Lebel que je vais vous présenter dans cet épisode et dans l'épisode suivant n'a de cran large. Et ça me fait chier, mais bon, c'est quand même pas tous les 2 jours que je tombe sur un Lebel, donc je vais en profiter. Voilà. D'accord. Voilà, donc à partir de maintenant, j'ai enfin les bonnes cartouches rechargées au bon standard qui vont sans doute péter légèrement plus. Tac, tac, voilà. Allons-y, allons-y. Ouais, effectivement. D'ailleurs, je pense que je suis vachement trop haut. Je vais essayer de viser plus bas. Je vois rien dans cette putain de hausse, merde. Putain, je vais réutiliser la recette pour mon Berthier, parce qu'alors là, ça doit tamponner. Hein. Donc bon, on la sent, hein, quand même. On la sent, même en rechargement moderne, on la sent. Mais alors dites donc, pourquoi Lebel? C'est une question légitime. Pourquoi le Lebel et pas le boulanger? Puisqu'on était prêt à tout lui passer à ce fameux général. Ou pourquoi pas le Gras, puisqu'après tout, le fameux Gras a travaillé sur le Lebel. Et pourquoi pas le Tramont, puisque lui aussi. Eh bien en fait, parce que les essais préliminaires du Lebel se sont déroulés au camp de Chamont. Or, le commandant du camp de Chamont, c'était le colonel Lebel. Voilà, donc en gros, on a donné au flingue le nom du tout dernier acteur dans le processus de création.
C'est un peu comme si on avait appelé le Titanic Iceberg. Pour l'anecdote d'ailleurs, pour en finir avec ce fameux général, en mai 86, quand l'arme sort, le général Boulanger, qui est toujours le même garage à coke, exige cette fois qu'1 million d'exemplaires soient prêts en mai 87, sous un an, quitte à utiliser l'aide de tous les armuriers de France. Le mec était prêt, c'est-à-dire qu'on va aller check tous les garagistes de Kourou pour finir de monter Ariane 5. Bien sûr, c'est super pour l'interchangeabilité des pièces, ça. Ouais, le mec il passe d'un petit cycliste tout pourri au Lebel, qui est pas une merveille de simplicité. Bien sûr. Bon, évidemment, là, ça c'est pas fait. Cette exigence complètement débile ne s'est pas faite. C'est même pas qu'on l'a envoyé chier, le général Boulanger. Non, là, la commission, elle l'a gratifié d'un magnifique PTDR, t'es qui, toi? Et en fait, a juste fait comme si elle avait rien entendu. Genre, non, mais c'est bon, laisse tomber, il est encore... c'est bon. C'est bon. Non, c'est bon, il a rien dit. Ah, l'histoire de notre armement, quand même, c'est formidable. C'est merdique à charger ce truc, putain. Je vois rien dans cette putain de hausse. Ouais, c'est vivace hein, comme flingue, bon voilà. Bon, celui-là est pas particulièrement beau, mais mécaniquement il est super et il a un très bon canon, donc voilà. Mais c'est... Ouais, c'est... Bon là quoi. Ah bon bref. C'est ultra turbo merdique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une cible et puis un gong pour finir? Oh. J'ai encore tout dégommé. Ah, enfin, bref. Encore pour la petite histoire, il se trouve que les Allemands vont finir par mettre la main sur un Lebel. Et là, je vous raconte pas la grosse panique dans les états-majors allemands. Là, leur 71-84, globalement, il peut aller se faire une tisane et se faire enculer. Rassurez-vous, ils se remettront très très vite de cette panique en créant, 2 ans plus tard, le Commission 88, puis le Moser 98 qui va nous mettre une raclée colossale, étant donné qu'en gros, il surclasse le Lebel sous tous les aspects, sauf peut-être en balistique. Parce qu'il faut quand même bien admettre que la fameuse balle D est une merveille balistique. Mais en dehors de ça... voilà, il est un peu à la ramasse, notre Lebel. Le problème, c'est que il est surtout connu pour ça, parce qu'il a surtout fait ça. Ça a été une arme de garde de tranchée. Or, c'est une arme putain de complexe, difficile à démonter, difficile à entretenir, très sensible à la boue. Dans une tranchée, c'est une super idée. Moins fiable que le Gewehr 98. Beaucoup plus difficile à réapprovisionner, vous l'avez vu. Bref, surclassé sur tous les plans. De nos jours, bon... C'est très marrant, c'est totalement emblématique, donc c'est vrai qu'il faudrait en avoir une. Là, moi, je me suis demandé si j'allais pas en acheter un des deux, et puis j'ai envie de vous dire, ça va pas me manquer, donc je m'en branle. Voilà, c'est probablement l'un de vous qui aura l'un, et je sais déjà qui aura l'autre. Mais bon, ça reste marrant. Alors maintenant, c'est une pure canne à pêche, qui est assez lourde, mais elle est relativement bien équilibrée, donc ça passe. Il faut juste penser aux côtés, faut pas faire le con avec leur chargement, voilà, bon. Les prix sont en train de s'envoler, parce qu'ils se sont toujours envolés depuis son déclassement. Les prix du Lebel n'ont pas cessé de grimper. C'est comme ça. Je n'y peux rien, me regardez pas. Bon, bref, sur ce, les copains, j'espère que vous avez apprécié le Lebel, parce que bordel de bite, depuis que vous m'en demandez un, ça commençait à légèrement me gaver. On en a fait un, et on verra le Lebel au prochain épisode, puisque ça n'est pas fini. C'est comme le Marvel Cinematic Universe. Bientôt sur vos écrans, le French Grenier Cinematic Universe. Lebel partie 2. Allez, je vous dis à très bientôt, amusez-vous bien. Ciao. Un coton poudre gélatinisé. J'ai du mal avec ce mot. Un coton poudre Putain. Un coton poudre
Ouais, super dur ce mot de merde, gélatinisé.